étaient Laurent Decaux pour Avant la fin du monde aux éditions Albin Michel, Natalia Griffon de Plaineville pour Charger, la cavalerie au combat, Espagne 1800-1810 aux éditions L'Esprit du Temps, Fariba Ashtroudi pour Ali aux éditions Éric Bonnier, Marek Alter pour La Juive de Shanghai aux éditions XO, Les Guerres d'Italie aux éditions Passé Composé, dirigé par Didier Le Fur car il y a plusieurs écrivains, Amaury Laurin pour Paul Doumer, La République audacieuse aux éditions Champvallon, Camille Pascal pour L'air était tout en feu aux éditions Robert Laffont, Claude Ribes pour Le Chevalier de Saint-Georges aux éditions Talendier, et enfin Gérard Inger pour Gambetta aux éditions Perrin. Bonsoir à tous. C'est toujours un très grand bonheur de vous retrouver autour des auteurs et des écrivains d'histoire, autour de ceux qu'on pourrait parler et qu'on pourrait qualifier de passeurs d'histoire. Et votre présence si nombreuse, si fervente ce soir, nous prouve à quel point Michel Rossi et toute son équipe ont raison d'organiser cela tous les ans. Alors, remettre un prix, c'est toujours un peu particulier. Vous savez que soit vous avez une sélection qui n'est pas tout à fait à la hauteur et alors vous cherchez un moyen de vous en sortir, soit vous avez une remarquable sélection, un grand millésime, et alors dans ce cas, évidemment, il faut choisir. Et lorsqu'on est, comme je le suis, du signe de la balance, choisir n'est pas très simple. Et on peut dire que d'une certaine façon, notre jury cette année aura été un peu du signe de la balance. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que nous allons remettre 2 prix ce soir. Nous allons remettre un prix dans la catégorie des études historiques et un autre dans celle du roman historique. Et je ne vais pas plus loin puisque moi je vais remettre le prix consacré à l'étude historique. Et là, en revanche, une forme d'unanimité s'est formée autour d'un ouvrage qui mérite véritablement d'être connu. Ce livre comble une lacune. Ce livre parle d'un des angles morts de notre histoire, puisqu'il s'agit, entre la guerre de 100 ans et les guerres de religion, de ces guerres d'Italie qui n'ont pas bonne presse, de ces guerres d'Italie qui toujours sont considérées, parce qu'on nous les a présentées comme telles, toujours considérées comme une erreur diplomatique, une erreur stratégique, alors là c'est plutôt une cascade d'erreurs, et puis, disons-le aussi, un gouffre financier. Ces guerres d'Italie, elles sont généralement considérées d'un bloc, elles sont considérées vues depuis la France, et nous racontons comment, tour à tour, Charles VIII, Louis XII, François Ier et Henri II même, puisque tout ça va durer jusqu'en 1559, ça avait commencé avec Charles en 1494, comment nous nous sommes fourvoyés outremont. L'excellente, l'extraordinaire idée de ce livre, c'est d'avoir envisagé les choses depuis l'Italie et d'avoir demandé à un certain nombre de spécialistes qui, eux, connaissent parfaitement les états composant la mosaïque complexe et mouvante de l'Italie du XVe et du XVIe siècle, de demander à ces chercheurs, qu'ils soient français ou italiens, de raconter les différents épisodes d'un événement qui s'étire sur 65 ans. 65 années avec énormément de campagnes, avec des rebondissements, des avancées, des reculs, de demander à chacun de nous donner son point de vue. Et évidemment, il fallait à cet orchestre, il fallait à cette polyphonie ou à cette philharmonie un chef d'orchestre. Et je pense que les éditions Passé Composé, que nous sommes heureux de saluer, car elles publient depuis maintenant pas mal d'années beaucoup d'ouvrages de grande qualité, les éditions Passé Composé ne pouvaient pas choisir meilleur chef d'orchestre que Didier Le Fur. Didier Le Fur que vos applaudissements suffisent à couronner. Le biographe, bien sûr, de François Ier, le biographe d'Henri II, de Diane de Poitiers, et également l'auteur souvent volontiers critique d'un certain nombre d'événements historiques, et j'ai notamment une tendresse particulière pour la monographie remarquable qu'il avait il y a quelques années consacrée à Marignan. Didier Le Fur
introduit ce livre, il fait le premier long chapitre sur la guerre vue de France, et puis ensuite, tous ces chercheurs, tous ces spécialistes vont vous donner la guerre et certains aspects de ces guerres d'Italie vues des différents États. On a dit que c'était un gouffre financier, que c'était une cascade de catastrophes stratégiques et que c'était un problème diplomatique, ces guerres d'Italie. On oublie quand même peut-être l'essentiel, et c'est ce que ce livre nous permet de toucher du doigt, c'est que ces guerres d'Italie ont été le moyen pour nous d'importer la Renaissance dans notre royaume. C'est parce qu'il y a eu ces guerres d'Italie que tout ce qui se faisait là-bas, au soleil de l'Italie, est venu sur les bords de la Loire d'abord, et puis d'une façon plus générale, est venu irriguer les différentes branches de la culture française. Pour tout cela, pour cette étude passionnante, pour cette capacité à travailler ensemble, pour la qualité des publications de Passé Composé, nous sommes très heureux de remettre le prix du Guesclin de cette année 2022 à toute l'équipe du livre, représentée ici, il le fallait bien, et ça ne vous déplaira pas d'après les applaudissements que vous venez d'avoir. Nous remettons ce prix à Didier Le Fur. Merci infiniment à tous les membres du jury, et on ne m'a jamais parlé comme ça, on ne m'a jamais aussi gentiment parlé. Sincèrement, ça me touche vachement. Franck est quelqu'un de très bien, mais alors là, il dépasse tout. Je suis très très fier qu'on ait couronné ce livre, parce que ça fait longtemps que je n'avais envie. Tout seul, c'est un travail impossible. Il avait des expériences diverses et variées depuis 20, 30 ans d'historien sur cet temps d'Italie. Et l'idée, c'était de les faire réunir, tous dans un seul volume. C'était très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui n'auraient pas voulu le faire. Et grâce à Nicolas Grappayen, comme l'a dit très très gentiment Franck, et très justement Franck, et les éditions Passé Composé, cette expérience, parce que c'est une expérience aussi, c'est-à-dire de faire venir des historiens divers et variés sur des sujets qui ne font que compléter une mosaïque pour faire un livre. Et bien grâce à Nicolas Grappayen, ce livre a pu exister et être réalisé. Petite astérix, le ministère des Armées a aussi été extrêmement important comme un partenaire, puisque c'est un véritable mécène, puisque c'est grâce à lui si les auteurs ont pu être payés correctement. Voilà, merci énormément, je suis très touché. Comme vous l'a annoncé Franck à l'instant, il y a deux catégories. Il y a également la catégorie fiction, et c'est Bruno Fulini qui va vous révéler le lauréat. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, avec cet art consommé de la contextualisation qui a fait sa gloire, Franck Ferrand vous a dit qu'effectivement les délibérations du jury ont été enflammées. Je vous mets un petit peu sur la voie. Au fond, c'était un grand cru, le cru 2022. Nous avions de beaux livres, de bons livres, le choix a été difficile. Et finalement, ces délibérations du jury, c'est aussi un moment, pourquoi le cacher, agréable pour les membres du jury, parce que c'est l'occasion rêvée de se livrer à cet art subtil de la controverse. Nous avions de quoi converser, controverser, et puis à un moment il a fallu se déterminer. Alors la richesse de la moisson a fait qu'enfin, cette année, nous avons pris une décision qui mûrissait depuis quelque temps. Vous savez, les jurys, c'est un petit peu comme les gouvernements, ça prend son temps avant de prendre une grande décision. Voilà, ça y est, c'est fait. Il y aura maintenant un prix du document et un prix de la fiction. Mais alors la fiction en histoire, c'est un art un peu difficile. Au fond, c'est l'idéal. L'art de la narration et le savoir historique, l'exactitude, comment concilier les deux? Bon, nous avions au moins 2 livres qui remplissaient toutes les conditions et donc chacun a eu ses avocats passionnés. On peut dire que dans la salle où s'est réuni le jury, et je remercie la mairie du 8e arrondissement qui nous a accueillis, je remercie Michel Rossi d'avoir organisé cette réunion, eh bien oui, dans la salle où s'est réuni le jury, l'air était tout en feu pour prendre le titre du livre de Camille Pascal qui a reçu ce prix.
cher Camille. Alors, je trahirais sans doute l'auteur si je vous disais que c'était un livre sur la régence ou sur le régent, ce qu'il n'est pas. Je dirais plutôt que c'est un livre régence, au sens où que revêt ce terme quand on l'emploie comme adjectif, avec tout ce que cela suppose d'élégance, de légèreté, de mobilité d'esprit. Et puis, petite touche de Camille Pascal, mais qui est plus qu'une petite touche au fond, il y a le langage. C'est peut-être cela qui a pu emporter aussi la décision. Une chose est de parler de la Régence ou des personnages de la Régence, autre chose est de parler Régence, ce beau français d'il y a 300 ans. Eh bien, dans cette langue, avec parfois des effets presque de pastiche, avec beaucoup d'esprit, Camille Pascal nous fait revivre les conversations de ces personnages, le régent, Dubois, et tous ceux qui complotent avec plus ou moins de bonheur, tout cet univers d'intermédiaires, de gens qui s'essayent à la politique, tous ceux qui conspirent dans les palais de l'époque, qui pour certains sont devenus des ministères d'aujourd'hui. Oui, parfois on se demande si ces complots de la Régence datent bien des années 1720 et non des années 2020. En tout cas, mes félicitations au nom de tout le jury à Camille Pascal pour ce très beau travail. Je vous demande de l'applaudir. Alors évidemment, je vous remercie de votre présence. Je remercie le jury, je remercie Jeanne de nous accueillir. Si je l'appelle Jeanne, c'est parce que nous nous connaissons depuis longtemps. C'est très émouvant pour moi qu'elle soit là parce que je me suis marié à la mairie du 8e arrondissement et j'ai vécu, enfin mon père a vécu plus de 30 ans dans cet arrondissement. Alors vous savez, les prix, je me suis rendu compte lorsque j'ai eu l'honneur de recevoir le Grand Prix du roman de l'Académie française, les prix vous offrent une généalogie intellectuelle. C'est-à-dire qu'ils vous lient par une sorte voilà, de succession à des auteurs, de grands auteurs, de très grands auteurs, et c'est évidemment ce qui m'était venu à l'esprit. Alors, c'est un peu la même chose aujourd'hui, sauf que, grâce à Dieu, tous les membres, c'est plutôt les membres, tous ceux qui ont reçu le prix sont encore vivants, donc c'est plutôt une famille qu'une généalogie. Et je voudrais avoir une pensée toute particulière, il n'est pas là malheureusement, il était membre du jury, c'est à Joël Cornette, qui a été mon caïman d'agrégation en 1989-1990, et je lui dois le peu que je sais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, j'ai une petite suggestion à faire, si vous le permettez, puisque nous sommes à l'heure de la parité, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je me demande si le prix du Guesclin, un jour, ne pourrait pas devenir le prix du Guesclin et Tiphaine Ragnel. Voilà, je vous remercie. Avant de vous révéler le coup de cœur du jury, nous allons procéder à la remise du prix des Empires, qui sera remis par notre parrain exceptionnel, Son Altesse impériale et royale le prince Murat, descendant du roi Joachim Ier, roi de Naples et des deux Siciles, et de Caroline Bonaparte, reine de Naples et sœur de Napoléon, qui est également président d'honneur du souvenir napoléonien. Nous sommes très honorés qu'il soit là ce soir. Et il sera remis également par Jean Tullard, bien sûr, qui est notre président du prix des Empires. Madame la présidente du cocktail et culture, Madame Michel Rossi et sa fille Alexandra, Madame la directrice du Cercle national des armées, qui nous reçoit ici ce soir, Madame Marion Diaz, Mesdames et Messieurs les auteurs, les membres permanents du jury, les membres lauréats 2021 du jury, Mesdames et Messieurs les éditeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis. Nous nous retrouvons chaque année dans ce lieu si cher à nos officiers de toutes les armées. Nous ne pourrions espérer un cadre plus adapté pour organiser ce 12e salon de l'histoire, durant lequel sont remis le prix du Guesclin, le prix des Empires et le trophée de la biographie Gonzague Saint-Brice. Je salue d'ailleurs la présence de Philippe du Guesclin, marquis de Saint-Gilles, et d'Édouard Saint-Brice. Les auteurs, les éditeurs présents, ainsi que le public venu nombreux, témoignent du succès et de la vitalité de ce salon qui a pour parrain cette année, comme l'a annoncé Michel, le prince Joachim Murat. Son Altesse impériale et royale, le prince Murat, 8e prince Murat, est le chef de la maison Murat.
Il est descendant direct, comme l'a rappelé Alexandra, de Joachim Murat, roi de Naples et des deux Siciles, et de Caroline de Bonaparte, sœur de Napoléon. Il descend également du maréchal Ney, prince de la Moscova, et du maréchal Berthier, prince de Wagram. Impliqué depuis toujours dans la commémoration du souvenir impérial, il est le président d'honneur du souvenir napoléonien, ainsi que de nombreuses autres associations de souvenirs, tant françaises qu'étrangères. Né le 26 novembre 1944, il est le fils posthume du 7e prince Murat, héros de la résistance, exécuté par la division SS d'Asreich, qui venait de s'illustrer funestement quelques mois plus tôt à Oradour-sur-Glane. Joachim Murat vient de fêter ses 78 ans. 78 années vécues en tant que 8e prince Murat, 68 années passées à porter et défendre les valeurs de l'histoire et de l'épopée française. En acceptant ce soir d'être le parrain du 12e salon de l'histoire et de la remise du prix des empires, le 8e prince Murat poursuit ce devoir de mémoire, ce dont nous pouvons le remercier très chaleureusement. Je tiens à féliciter chaleureusement Michel et Alexandra Rossi pour l'organisation de cet événement littéraire. Vous placez votre énergie au service du rayonnement culturel dans un esprit de convivialité afin de provoquer les échanges entre les auteurs d'horizons divers. Je vais passer la parole à Jean Tullard et Monseigneur, vous allez vous exprimer. Merci infiniment. Chargé! Chargé! C'est sous ce titre magnifique, Chargé, qu'a publié Madame Griffon de Plaineville une histoire des guerres en Espagne qui opposaient la cavalerie espagnole aux insurgés, la cavalerie française aux insurgés espagnols. Chargé, c'est en effet un livre magnifique qui vous donne une quantité d'illustrations admirables, originales, et qui vous raconte des batailles que vous ignoriez jusqu'alors. Tout est rigoureux, tout est sérieux, et donc on peut dire avec Madame Griffon de Plaineville, chargé! Et maintenant, nous allons laisser au prince Murat, descendant du plus formidable des chargeurs de cavalerie, nous allons lui laisser la parole à vous, Monseigneur, de charger! Madame le maire, chers amis, mesdames et messieurs, je suis infiniment ému, fier et honoré d'être parmi vous ce soir, notamment à l'occasion de la remise de deux prix extrêmement importants, le prix du Guesclin, le prix des Empires, bien sûr, que j'affectionne particulièrement, bien sûr, et le trophée de la biographie Gonzague-Saint-Brice. Encore une fois, c'est un événement tout à fait exceptionnel que nous vivons aujourd'hui, et c'est un plaisir de vous voir tous réunis. Vous êtes très nombreux, ça me touche beaucoup, et je ne puis que me dire qu'il y a encore beaucoup de napoléoniens parmi nous. Ça me fait très plaisir. Encore une fois, merci mille fois, et certainement, profitez bien cette soirée. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord remercier le jury et particulièrement le professeur Tullard qui m'a toujours fait confiance, qui m'a encouragé dans mes travaux depuis des années. Et je suis particulièrement honorée et heureuse de recevoir ce prix pour un livre sur la guerre d'Espagne qui est la mal-aimée des campagnes napoléoniennes et qui mérite quand même toute notre attention parce que ce sont les mêmes régiments, les mêmes généraux et maréchaux qui ont participé qu'aux autres batailles de Napoléon, notamment à Waterloo. Mais la guerre d'Espagne, on en parle très rarement. Et d'ailleurs, je remercie le prince Murat d'être présent ici, le descendant du plus grand chef de cavalerie de l'Empire, et je parle évidemment de Murat dans mon livre aussi. Et je pense aussi, j'espère que le public appréciera le travail de mon éditeur pour la mise en valeur des illustrations. Et il y a aussi de nombreuses photos de Lio
parce que moi, depuis longtemps, je passe mes vacances sur les traces de Napoléon et de ses soldats. Et donc ce livre est aussi le fruit de toutes ces recherches. Merci beaucoup et bonne soirée. Le prix de la mairie du 8 est attribué à Amaury Laurin pour son ouvrage Paul Doumer, La République audacieuse. Paul Doumer est parfois qualifié de président oublié. En effet, si 25 000 rues de notre pays portent son nom, aucune biographie ne lui avait été consacrée jusqu'à présent. Pourtant, Paul Doumer fut l'incarnation d'une valeur cardinale de la Troisième République et il le mérite. L'école va lui permettre de s'extraire de ses origines sociales modestes pour devenir enseignant et journaliste avant d'embrasser une carrière politique qui lui conduira jusqu'à son élection comme président de la République en 1931. Difficilement classable sur l'échiquier politique, Paul Doumer militera de manière constante pour le dépassement des partis. Cet engagement au service de la nation est également marqué par la mort au combat de 4 de ses 5 fils lors de la Grande Guerre. Son septennat sera malheureusement d'une courte durée puisque Paul Doumer est assassiné le 7 mai 1932 à l'hôtel Salomon de Rothschild dans le 8e arrondissement lors de l'inauguration d'un salon littéraire. J'adresse mes plus chaleureuse félicitations à Amaury Laurin, grâce à qui, justement, la vie de Paul Doumer ne sera plus résumée à sa mort tragique, mais à son parcours exceptionnel, dont on ne sait dire s'il pourrait être possible aujourd'hui. Alors, tous les auteurs qui sont là, je vous invite à vous pencher donc, sur la vie de Paul Doumer et j'espère que pour le prochain salon, on va avoir un beau livre. Je vous remercie. Alors. Le prix de la mairie du 8e arrondissement vous est décerné pour votre biographie de Paul Doumer. Et je peux me permettre d'ajouter que c'est un livre absolument remarquable pour comprendre la politique telle qu'elle se faisait il y a 100 ans et telle qu'elle doit se faire aujourd'hui de façon exemplaire comme a pu le démontrer la carrière de Paul Doumer. Et je salue la présence ici de son arrière-petit-fils qui est là parmi nous au 2e rang. Merci beaucoup, cher monsieur. Un très grand et un très chaleureux merci à tous les membres du jury. Je suis très honoré, très touché, très ému aussi de recevoir ce très beau prix spécial. Alors, pour toute une série de raisons, il n'y avait pas encore de biographie de Paul Doumer, comme vous l'avez rappelé, Madame le maire. Et ce soir, c'est une autre œuvre que nous allons primer, et je le vois arriver vers moi, donc il le sait déjà. Je suis ravi que le prix de la biographie Gonzague-Saint-Brie soit remis à un écrivain qui est venu souvent à la Forêt des Livres, à Chanceau-Préloche en Touraine, sur les terres de Gonzague. Il a été lui aussi très fidèle à ce rendez-vous et je suis très heureux donc que ce prix soit décerné à notre ami Marek Alter pour son livre La Juive de Shanghai. Je vous en dis 2 mots avant que notre lauréat, qui n'embrasse tout le jury mais qui ne l'a pas corrompu, n'arrive. Pour vous dire que c'est un roman historique absolument formidable que La Juive de Shanghai, qui s'inscrit dans une lignée d'ouvrages majeurs écrits par Marek Alter, mêlant l'intrigue, l'aventure, le panache, l'histoire tragique évidemment du XXe siècle, l'histoire du peuple juif, à laquelle nous sommes tous si attachés. Et il y raconte, Marek Alter, comment en 1937 à Berlin, Ruth, juive et talentueuse couturière de 22 ans, se lie d'amitié avec Clara, qui est une jeune résistante allemande, et comment surtout, pour chasser, elle décide de rejoindre une destination inattendue qui est Shanghai. Pourquoi ? Parce que c'est là, à Shanghai, que des milliers de juifs se sont réfugiés, puisqu'on peut y fuir l'Europe sans avoir de visa. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse y cacher beaucoup et facilement quand on est occidental, mais c'est d'autres questions. La Clara est la première à partir pour la Chine. Ruth doit traverser l'Europe entière jusqu'en Sibérie. Il y a des aventures à Kobe, au grand port du pays du soleil levant. Et enfin les retrouvailles à Shanghai, cette ville bouillonnante où se côtoie un monde interlope d'espions, de trafiquants, d'opium, de résistants, et puis d'agents communistes, dont notre héroïne Clara deviendra d'ailleurs, voilà.
C'est une histoire inouïe que nous sommes très heureux de célébrer ce soir. Et amis amateurs d'histoire, au pluriel comme d'histoire, lisez cette juive de Shanghai et venez à la rencontre de notre lauréat, Marek Alter, que je remercie infiniment. Bon, c'est toujours sympathique d'être reconnu. Un livre, c'est comme un bébé, on le porte plus que 9 mois. Et après, on se demande s'il pourra marcher, quand est-ce qu'il pourra parler, quand est-ce qu'on lui dira, tiens, il ressemble à son papa, à sa maman. Au fond, tous les livres sont les livres d'histoire. Tous les livres. Non pas parce qu'on raconte une histoire dans chaque livre, mais il n'y a pas d'histoire d'homme sans un environnement, sans un événement, sans des événements que ces hommes ont vécu. Je vous raconte une petite anecdote parce que c'est toujours bien de partager les savoirs. Pour ceux qui ne nous écoutent pas là-bas, ça serait bien qu'ils nous écoutent pendant une seconde. Il paraît, je crois que Jean Foulard était là à Moscou, tu te souviens, on discutait de la guerre et la paix. Et au moment où on était à Moscou, on pouvait encore aller à Moscou, il y avait une révélation dans la presse sur la manière d'écrire de Tolstoï. Et on a su que sa femme a raconté que quand Tolstoï est arrivé à la description de la bataille de Borodino, il s'est posé une question. Qu'est-ce qu'il fait? Il la raconte lui, puisqu'il est créateur. Un auteur est Dieu. Ah, il fait ce qu'il veut avec le destin. Ou il les raconte par intermédiaire de quelqu'un d'autre. Il partage ses questions avec sa femme et sa femme lui apporte les rouges et les noirs de Stendhal. Il dit, lis, comme Tolstoï lisait parfaitement le français, que la guerre et la paix commence d'ailleurs en français, les premières 20 pages. Stendhal raconte la bataille de Waterloo par Fabrice. C'est pas lui qui raconte, c'est Fabrice qui raconte. Et du coup, la bataille de Borodino est racontée par le prince Bolkonsky. Tout ce mélange, l'invention, fiction, l'histoire, la réalité, pas la réalité, d'ailleurs même les livres d'histoire, on les lit seulement quand ils sont bien écrits, quand ils sont bien racontés. Autrement, il y a aujourd'hui les Google. Il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de lire des livres. Donc, bravo pour votre entreprise, bravo. Et je vais dire quand même les derniers mots à propos de Gonzague Saint-Brice. C'est quand même, c'était un type formidable. Un peu fou, mais pour être formidable, il faut être un peu fou. Regardons Baudelaire, Rimbaud, qui est allé vendre les armes en Abyssinie, vous vous rendez compte? Et on admire quand même ses poèmes, pas ses armes, bien sûr. Gonzague Saint-Brice, c'était un petit peu comme ça. Il avait le panache. Et il était peut-être le premier organisateur de livres écologistes. Il a compris qu'il n'y a pas de livres sans arbres. Non pas les arbres qu'on coupe pour transformer en papier, mais pour respirer. Les arbres pour respirer. Comme la littérature, on la lit pour respirer. Il y a Marie-Claude qui est là. Comme vous savez, Saint-Brice, Gonzague, il est mort tragiquement. Et elle continue à organiser ces rencontres extraordinaires, entre les écrivains et ces gens, non pas ces gens extraordinaires qui sont là, cultivés, etc., mais des paysans au bord de la Loire, qui viennent, qui s'assoient sur les tabourets, sur les pierres, pour écouter les écrivains. Mon ami Rouard est là, il essaie. C'est magnifique. Continuons
lire les livres et respecter les arts. Merci. Le trophée a été réalisé par l'artiste Éric Mellorio et offert par Judith Bellichat, que nous remercions. Nous avons parlé d'un coup de cœur et nous appelons Laurent Decaux pour son livre Avant la fin du monde. C'est le coup de cœur âprement disputé, car il y a eu de grandes discussions, comme vous l'a dit Franck. Bravo, s'il peut dire quelques mots. Bonsoir à tous. Rassurez-vous, je vais essayer d'être un peu plus court que mon roman. Il ne fait que 500 pages, hein, donc vous pouvez l'acheter. Simplement, je vais me limiter à des remerciements à ce jury. Qui est majoritairement composé d'historiens et qui a dû voir dans mon roman quelques vraisemblances. Il faut dire que pour raconter l'histoire de deux marins génois en 1347, quand on n'est ni marin, puisque j'ai le mal de mer, ni médiéviste, je suis encore moins historien, et ni italien, je n'en parle pas un mot, il faut aller chercher la vraisemblance. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette histoire. Je voudrais remercier l'organisation parfaitement huilée de Michel Rossi et donc de sa fille. Et je voudrais évidemment remercier mon éditeur Gérard de Cortance, le premier à croire en ce livre, voilà, qui est ici, présent. Bravo Gérard. Et merci à vous d'être venus. Merci beaucoup. Donc la séance de dédicace se poursuit. Nous remercions à nouveau Jeanne Dautzer, maire du 8e arrondissement. Nous remercions le commissaire Marion Diaz de nous accueillir dans cette belle salle du CNA et naturellement notre parrain exceptionnel, son Altesse impériale et royale, le Prince Murat. Merci à tous les auteurs et les invités d'être si nombreux. Nous nous retrouverons le 9 mars à Drouot pour la librairie éphémère de Drouot et la remise du prix Drouot. Merci beaucoup et bonne fin de salon.